Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un petit peu bouleversé ce matin, oui. Ouais, disons les mots, je suis bouleversé. La canicule ne suffisait pas, les canicules ne suffisaient pas. Il fallait que le feu s'en mêle et qu'il vienne frapper aux portes de l'Île-de-France, en Seine-et-Marne et en Essonne, à cheval sur les deux départements, dans la forêt de Fontainebleau, qui est un site absolument exceptionnel. Mais pourquoi est-ce que ça m'a bouleversé particulièrement? Eh bien, je vais vous le raconter tout de suite. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. En fait, 5 jours avant ce drame, cet incendie de forêt qui a pris le week-end dernier en forêt de Fontainebleau, 5 jours avant, j'étais moi-même sur place. Oui, j'avais proposé à ma famille, en pleine canicule, d'aller faire une promenade en forêt pour prendre un peu de fraîcheur. Ça faisait longtemps que j'avais pas été en forêt de Fontainebleau et je me trouvais le mardi juste avant l'incendie dans les gorges d'Apremont, là où le foyer a pris en fait l'origine de cet incendie monstrueux qui a emporté presque 2000 hectares. Eh bien, après, nous sommes allés prendre un verre d'orangeade et une glace à Barbizon, qui se trouve à quelques kilomètres de ce point. Et nous sommes tombés sur une chef amie qui vient d'ouvrir il y a quelques mois un restaurant. On va vous raconter l'histoire. C'est Cyrine Jarty. Bonjour Cyrine. Bonjour Vincent. J'ai dit la vérité, hein. On est vraiment tombés l'un sur l'autre. On se connaissait déjà, donc on était attablés dans Barbizon, bien loin de penser au drame qui se tramait. Et pourtant, il y avait des prémices, parce qu'évidemment, en temps de canicule, quand la forêt est complètement sèche, j'avais vu tous les panneaux qui interdisaient les feux, les fumeurs devaient faire attention, ne pas laisser des objets qui puissent refléter le soleil. Enfin, toutes les précautions étaient prises, sauf les précautions contre la malveillance. On est en train de le découvrir. Mais Cyrine, vous me disiez en préparant cette émission que quand je suis venu, donc la semaine précédente, il y avait déjà eu une alerte autour d'un camping ou de campeurs. Alors, sur Barbizon, mercredi dernier, nous avons eu des campeurs qui ont eu la bonne intelligence d'allumer un barbecue. Ah, super. Ouais, voilà. Effectivement, c'est très malin. Alors, je dirais... heureusement pour eux, ça a été éteint et circonscrit. Malheureusement pour les riverains de la forêt de Fontainebleau, parce que c'est immense, hein, la forêt de Fontainebleau, c'est une catastrophe naturelle incroyable. C'est la première fois, je le rappelle, mais tout le monde vit à l'heure de cet incendie de forêt qui maintenant est contenu. Et je dirais que c'est la première fois qu'il y avait des Canadaires en Île-de-France. Pour vous, ça a été un choc, évidemment, parce que ça a bouleversé la vie du massif forestier qui est le cœur de la région. Absolument, et puis c'est comme vous le disiez, le poumon de l'Île-de-France. Et ça nous rappelle aussi à quel point une situation peut passer de difficile avec la canicule à catastrophique avec un feu de forêt d'une telle ampleur. C'en est presque un corollaire, hein, parce qu'évidemment en temps de canicule ça sèche, et quand ça sèche, l'herbe flétrit, jaunit, les bois sont secs, et évidemment il suffit d'une étincelle. Mais revenons d'abord à notre sujet qui est avant tout l'ouverture il y a 6 mois de votre restaurant à Barbizon, l'Ermitage Saint-Antoine. Comment avez-vous eu l'envie d'aller vous installer aux abords de la forêt ? Alors, Barbizon et les alentours, c'est une région qui m'est chère à mon cœur, parce que j'ai grandi dans un petit village du parc régional du Gâtinais. Oui. Donc, c'est un lieu que je connais très bien, c'est un terroir que je connais très bien. Et il y a un moment donné ce côté où on a envie de revenir à nos racines. Et ce restaurant, ça a été une évidence, ça s'est fait, et je crois beaucoup au destin, voilà. Oui, parce que vous avez un petit peu bourlingué, je dirais, et là vous avez eu envie de vous fixer avec votre établissement.
Exactement, absolument. J'ai vécu très longtemps à l'étranger. Mhm. Après, je suis revenue sur Paris parce que Paris est une des plus belles capitales du monde, selon moi. Mhm. Et j'ai fait mon temps, donc je suis revenue dans ma région. Voilà. Cyrine Jarty, l'Ermitage Saint-Antoine, parlons du restaurant. C'est quel type de restauration? Parce que Barbizon, c'est un peu particulier. Hein. C'est un village extrêmement touristique. Beaucoup de Japonais, notamment, qui ont, une admiration sans limite pour le peintre Millet. Je veux dire, c'est presque... Il viendrait en France, ne serait-ce que pour voir le site où a été peint l'Angélus. Et donc, il y a cette admiration pour Millet qui attire des quarts de Japonais. Mais c'est aussi un village écrin, un village bijou dans cette région. Absolument, nous avons énormément de chance parce que le maire du village a su donner un nouvel élan, je trouve, après l'événement, l'épisode du Covid sur Barbizon, où les touristes reviennent, alors notamment les Japonais, mais également les Américains et plein de nationalités. Donc c'est absolument incroyable. Et l'idée, en effet, pour faire un croisé avec l'impressionnisme et l'histoire du village, j'ai eu l'envie en fait que alors j'ai mon restaurant gastronomique, mais j'ai également fait une partie de tapas et d'épicerie fine, un peu haut de gamme, voilà, mais à des prix abordables. Et l'idée, c'était que les plats où les propositions culinaires reflètent l'âme du village. Donc j'ai des plats qui sont très végétalisés, très fleuris, un peu comme un tableau. Voilà. Oui, oui. Et avec aussi ce côté parfois très traditionnel, hein, pour replonger un peu dans l'ambiance de la fin du 19e et du début du 20e, enfin retrouver un peu de l'ambiance de Barbizon, quoi, de l'époque. Exactement, le restaurant gastronomique, alors j'ai tout refait, mais il est dans son jus. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, un touriste ou d'ailleurs un local, l'idée d'aller au restaurant, c'est de retrouver cette âme un peu des vieilles maisons gastronomiques qu'il y avait, comme la Mère Brasier. Bon, voilà. Et c'est ce qui m'a toujours plu en fait dans l'histoire de la gastronomie française. Et j'avais envie que ce restaurant-là ait une âme. Voilà. Alors, par chance, on s'est retrouvé à Barbizon parce que c'est à quelques kilomètres des gorges d'Apremont, là où je m'étais promené en famille, comme je vous l'ai dit. Par chance, le vent a soufflé plutôt vers le sud. Du coup, Barbizon a été épargné, alors que le sud du massif a été extrêmement touché, jusqu'aux abords, on va dire pour ceux qui connaissent un peu la région de Milly-la-Forêt, c'est-à-dire côté Essonne, parce qu'il faut savoir que ce massif, il est aussi à cheval sur le département de l'Essonne, à côté de la Seine-et-Marne. En fait, le feu a enjambé l'autoroute, ce qui explique que l'autoroute A6 a été fermée complètement si longtemps. Aujourd'hui, vous avez complètement changé votre vie quotidienne, parce que vous êtes passé de restaurant ouvert au tourisme, etc., pratiquement à cantine pour les pompiers et pour les sauveteurs pendant tout le temps de l'incendie. Alors c'est vrai qu'il y a une mobilisation générale très importante et très touchante. Oui. Donc par des particuliers, mais également nous, les commerçants et les restaurateurs, où nous sommes tous mobilisés. Vous êtes mis à disposition en fait de ceux qui venaient lutter contre le feu, c'est ça ? Oui, alors il y a eu des listes qui ont été établies pour notamment les denrées alimentaires. Donc les restaurateurs, on a beaucoup donné. Il y a également les pharmacies, le boulanger qui a apporté le pain, les madeleines, Guillaume, les celui invendus. qui est en face de chez vous, là. Oui, exactement. Je pense à Guillaume, je pense aussi à la pharmacie du village qui a donné des kits, on n'y pense pas, mais en fait les kits dentaires, les brumisateurs. Bien sûr. Il y a aussi la fromagerie qui a donné beaucoup de choses. Enfin, tous les commerçants de toute façon se sont mobilisés.
Et pas que. Il y a aussi les particuliers. Et on a essayé de rassembler des vivres pour les aider, parce que ça a été insupportable. Ça a été non-stop, c'était nuit et jour pour nous protéger et nous préserver de ce terrible feu qui avançait et se propageait à une vitesse phénoménale. Voilà. Je voulais vous avoir parce que voilà, je trouve que cet effort, vous le portez, vous le symbolisez, Cyrine, ouvert il y a 6 mois, déjà, je dirais, dans le drame de ces feux. Et alors vous, si Barbizon n'a pas été touché par le feu, dans le même temps, et pour cause de canicule, vous allez nous expliquer pourquoi, vous avez eu une inondation dans le restaurant cette semaine en plus. Oui, alors ce sont les joies du métier, c'est-à-dire que en plus j'ai la chance d'être chef et gérante de mon établissement, Oui. donc je suis mobilisée quasiment 7 jours sur 7 pour mon restaurant et sur la partie opérationnelle et logistique, je suis devant et derrière. Voilà. Oui, à tous les rare postes. dans un métier. Oui. Voilà, c'est très rare, mais c'est vrai qu'on a un métier extrêmement compliqué parce que on dépend complètement de la météo. Ouais. Et quand on parle des causes environnementales que l'on subit à l'heure actuelle, eh bien, on est en première ligne. On pense toujours en effet aux gens du bâtiment, mais également les personnels de la restauration sont en ligne de front, parce que dans les cuisines, nous, on a eu 62 degrés. Voilà, en période de canicule. 62 degrés pendant les services, quoi. Oui. Résultat, je ne trahis rien en disant que le matériel a tellement souffert, et notamment les chambres froides, les frigos, que ça a pété, quoi. Oui. Exactement, et on est même en réinjectant du gaz, on a les frigos qui tiennent 15 jours et puis c'est rebolote. Il faut refaire venir en urgence. Voilà, exactement. Ouais. Donc c'est terrible parce que on doit déjà manager des denrées alimentaires fragiles et sensibles toute l'année. Alors vous imaginez bien, quand on doit respecter nos denrées alimentaires avec des chaleurs pareilles, c'est très compliqué, c'est très difficile et on a beaucoup de pertes. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est du restaurant ? Est-ce qu'il est en activité ? Est-ce que vous servez à nouveau des repas ? Est-ce que vous accueillez à nouveau des touristes ? Bien sûr, absolument. Alors le restaurant gastronomique, j'ai pris la décision de le fermer pendant l'été, mais ça m'a permis de me concentrer sur la partie tapas et de développer. Enfin, c'est même, les clients me disent mais c'est pas du tapas, c'est hyper travaillé. Mais j'ai eu envie de faire un tapas très travaillé, très joli. Oui, avec des jolis produits de saison, locaux, pour tout ce qui touche aux fruits et légumes. Voilà, et ça fonctionne bien, les gens sont contents. Bon, parfois les gens sont un peu impatients, mais c'est aussi pour ça que je suis contente qu'on puisse échanger, parce que il faut vraiment que les gens soient beaucoup plus avertis sur le métier que l'on pratique, et avoir surtout en période de crise, quoi. Surtout en période de crise comme celle-là. Vous demandez en fait que vos clients soient indulgents, que le client ne soit pas roi, mais qu'il soit compréhensif. Mais c'est bien la moindre des choses, Cyrine Jarty. Restez avec moi parce que j'aimerais qu'on parle d'un autre corps de métier. Ce sont les agriculteurs qui entourent le massif forestier et qui eux aussi ont beaucoup souffert. Allez, à tout de suite. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Toujours au téléphone ce matin avec les riverains du massif forestier de la forêt de Fontainebleau, parce qu'on est tous sous le choc. La France est sous le choc. Alors, à chaque incendie de forêt, que ce soit ici, mais plus généralement dans les régions sud du pays, mais c'est rare que ça vienne aussi loin, aussi haut et aussi fort, et jusqu'en Île-de-France, comme cet incendie de forêt de Fontainebleau qui est aujourd'hui maîtrisé, mais pourtant a fait énormément de dégâts. Je suis avec Cyrine Jarty, qui est restauratrice à l'Ermitage Saint-Antoine à Barbizon, aux abords de la zone incendiée, et on va passer immédiatement un petit coup de fil à un de ses fournisseurs favoris.
Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Cyrine Jarty, quand je vous ai parlé des métiers impactés, des agriculteurs, vous m'avez tout de suite évidemment cité vos fournisseurs, parce que vous fournissez principalement, et je dirais de façon première, dans l'entourage du massif forestier. Il faut dire que ces champs qui se trouvent autour de la forêt de Fontainebleau font partie de la fameuse ceinture verte d'Île-de-France, qui sert Paris et pas seulement, et toute la région. Et vous m'avez parlé d'un homme tout d'abord, m'a dit il faut absolument que vous passiez un coup de fil à Paul-Henri Coudrelier, parce que il est apiculteur, et là je dirais qu'on cumule les problèmes de faune et de flore, hein, pour le coup, parce que l'abeille est certes un animal, même s'il est élevé et il a sa part de sauvage, et puis surtout il se nourrit évidemment de ce qu'il trouve dans et autour du massif forestier. Alors on lui a passé un coup de fil. Bonjour Paul-Henri. Bonjour. Je disais que vos abeilles, elles symbolisent un petit peu aujourd'hui les dégâts qui sont inhérents et qui sont, je dirais, causés par cet incendie de forêt, parce que l'abeille, il n'y a pas un animal qui vit plus en symbiose avec son biotope. C'est tout à fait vrai. En plus d'avoir les problèmes que nous rencontrons cette année liés aux canicules successives, l'incendie qui n'est pas encore complètement éteint de la forêt de Fontainebleau n'est pas très loin de mes ruches. Ouais. Vous êtes situé où, vous? Enfin, vos ruches, elles sont où? Mes ruches, alors celles qui sont dans la région de Fontainebleau, sont situées à côté de Milly-la-Forêt. Oui, d'accord, bien sûr. D'ailleurs, le jour où ça s'est déclenché, j'étais aux ruches et j'ai vu le panache de fumée monter. Je pensais que ça venait de la plaine, puisque mes ruches sont en gros à 5 km, à 6 km à vol d'oiseau du Vaudoué notamment. Oui, oui. Et que je me suis dit, mais là, si c'est un feu de plaine, je vais quand même aller vérifier, parce que je me suis dit, si c'est ça, j'enlève mes ruches tout de suite, puisque elles sont dans un bois, mais qui est limité, bordé de plaine. Mmh. Et c'est là que je me suis aperçu que le panache de fumée venait de la direction de la forêt de Fontainebleau. Bah oui, du côté des gorges d'Apremont, là où ça avait pris. Dites-moi, Paul-Henri, vous dites on était déjà impacté, parce que la canicule, la chaleur, c'est déjà un gros risque pour les apiculteurs, ou plutôt une grosse perte. Oui, c'est ça, puisque s'il n'y a pas suffisamment d'humidité résiduelle, alors soit par la pluie qui peut tomber de temps en temps, soit par les rosées matinales qui n'existent plus là depuis un bon moment, avec une très forte chaleur, la production de nectar naturel des fleurs est bien moindre, puisque le nectar est en gros à 80% d'humidité. Oui, c'est-à-dire qu'il faut pas mal d'eau, en fait, pour avoir du nectar. Et voilà, il faut pas mal d'eau. Certaines plantes sont un peu moins sensibles que d'autres, et comme la lavande par exemple, puisque maintenant on a la chance d'avoir autour de Milly-la-Forêt des champs de lavande qui sont récoltés pour la fabrication d'huile essentielle et qui nous permettent de produire du miel de lavande du coup. Mais on a fait une récolte qui est moitié moins que celle de l'année dernière. Paul-Henri, à quel moment on récolte le miel dans les ruches? Alors peut-être plusieurs fois dans l'année, mais vous en l'occurrence, c'est quoi la saison forte de la récolte du miel? Alors il y a plusieurs récoltes dans l'année. La première récolte, c'est la récolte de printemps. Qui va en fonction des zones, ça va être du colza en début de saison, mais surtout moi c'est beaucoup d'aubépine. D'accord. L'aubépine, c'est la rose sauvage, hein. Voilà, c'est ça, le rosier sauvage en quelque sorte. C'est ça, voilà. Le prunelier sauvage, le pissenlit. Ça, on va le récolter dès que l'acacia arrive en fleurs. Et quand l'acacia arrive en fleurs, après, je redéplace des ruches sur d'autres ruchers que j'ai où il y a beaucoup d'acacia. Et là, la floraison, la mielée peut durer une semaine ou 10 jours grand maximum. D'accord. Et puis après, par la suite, je fais du châtaignier. Donc, je fais un miel de forêt, puisque j'ai aussi des ruches dans la Nièvre, dans les grandes forêts. Et du miel toute fleur d'été, qui est principalement de la ronce, mais je fais au moins 4 ou 5 récoltes minimum dans l'année.
La ronce aussi, c'est un peu une rose sauvage. Enfin, en tout cas, c'est la même famille. Hein. Cyrine, vous me disiez, ces miels, les miels de Paul-Henri, ils sont extraordinaires en matière d'aromatique et de qualité. Absolument, parce que Paul-Henri veille à ce que ses abeilles déjà soient toujours bien exposées. Situées, c'est important, l'emplacement. Ouais. L'emplacement est extrêmement important. Et surtout, Paul-Henri en parlera mieux que moi, c'est au niveau de la reine. Ouais. La reine, normalement, elle vit à peu près ses 5 ans, si je ne m'abuse. Ouais. Et Paul-Henri, il échange les reines tous les 2-3 ans, c'est ça? Pourquoi vous voulez des athlètes? Vous voulez des reines qui soient performantes? Alors oui, puisque plus on a de reines qui sont performantes, plus elles pondent. Elles pondent, plus la colonie est forte. Plus la colonie est forte, d'une part pour nous, plus on récolte de miel. Et oui, parce que le miel sert avant tout à nourrir les larves, en fait, les futures abeilles. Alors, à nourrir les futures abeilles sont donc les larves et les œufs au départ sont nourris au départ pendant 3 jours avec de la gelée royale. Oui, bien sûr. Et ensuite qui est produite par l'abeille, mais qui demande aussi d'avoir de l'eau une eau de qualité. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que quand il n'y a pas suffisamment d'eau, nous on met des abreuvoirs dans les ruchers pour que les abeilles puissent avoir suffisamment d'eau pour produire suffisamment de gelée royale. D'accord. Et au bout de 3 jours, les larves sont nourries par les abeilles par un mélange de pollen et de miel. Ouais, qui est super nourrissant, évidemment, on s'en doute bien. Hein. Rien que quand on imagine le mélange. Moi, j'ai une question qui me paraît importante, Paul-Henri. En quoi cet incendie et la zone qui a brûlé va impacter le futur travail de vos abeilles ? Alors, il va y avoir des conséquences directes que moi, heureusement, je n'ai pas eues. C'est-à-dire que certains, je pense, avaient des ruches dans ces endroits-là. Donc, si elles n'ont pas pu fuir, les colonies ont disparu. Ah oui, même si la ruche n'était pas impactée directement par le feu, c'est-à-dire si les ruches n'ont pas brûlé, parce qu'on peut imaginer aussi que ça peut arriver, hein, bien sûr. Mais même une abeille, elle est quoi ? Elle est dans un état de panique au moment où elle sent la fumée autour, le feu de forêt? Ça c'est évident, c'est un peu le même principe évidemment de que tous les animaux sauvages. Pour tous les animaux sauvages. Et en fait, en général, quand elles sentent la fumée, elles vont se gaver de miel et essayer de partir. Mais si elles sont prises dans l'incendie qui en plus s'est développé très rapidement, donc il y a cette conséquence directe là. Ensuite, le fait que toute la flore a été détruite. Oui. Donc ça veut dire que les bruyères qui sont des plantes de fin de saison qui peuvent leur donner du miel pour leur réserve hivernale, ça ne va pas exister. Ouais. Et ensuite, il y a aussi, et ça c'est une question que je me pose, une autre conséquence, c'est-à-dire que moi j'élève mes propres reines pour redévelopper mes colonies. Les futurs essaims, oui. Mmh. Voilà, mais ces reines doivent être fécondées au bout du 5e jour. Elles sont fécondées 2 fois dans leur vie. Et vous voyez, moi, mes ruches sont à peu près, je vous disais, à 5-6 km à vol d'oiseau. Et lundi, c'était irrespirable. Ah oui, bien sûr. Et je me demande si ça va pas avoir un impact sur la fécondation des reines, c'est-à-dire sur leur capacité à aller trouver les mâles. Oui, et évidemment, ça les déboussole complètement, à minima. Je veux dire, parce que dans une colonie qui est super bien organisée, tout d'un coup, la qualité de l'air, la chaleur qui monte, et puis le stress, hein, j'imagine que c'est une petite société qui ressent le stress effectivement de ces situations extrêmes. Qu'est-ce que vous pensez que ça risque d'impacter en termes de production de miel pour vous sur l'année qui suit et peut-être les suivantes ? Alors sur l'année qui suit, toutes ces zones-là, de toute façon, il va falloir qu'elles se reconstituent, donc ça va forcément avoir un impact. Ensuite, cette année, je vous dirais que malheureusement, ça n'a pas été une très bonne année due à ces canicules, mais après, il y a des choses que je pense on ne pourra mesurer que dans le temps, l'année prochaine ou l'année suivante, à voir comment la nature va se régénérer, de quelle manière elle va pouvoir se régénérer, qu'est-ce qui va prendre le dessus, parce que... on ne sait pas les espèces qui survivent et celles qui périclitent, quoi. C'est
ça, oui. Donc, puis c'est vraiment un endroit que je connais très bien, puisque moi j'y ai passé toute mon enfance, ma jeunesse, à aller faire de l'escalade, aller aux champignons. Donc je connais très bien tous ces coins-là. C'est des endroits qui sont très sableux naturellement. Donc je pense qu'on peut pas mesurer aujourd'hui d'un point de vue de l'apiculture ce que ça va donner dans les... C'est un peu trop tôt, oui. D'accord. En tout cas, merci d'avoir témoigné de ce drame de la forêt, Paul-Henri Caudelier. Merci Cyrine Jarty d'avoir été avec nous également. Je sais que vous serez fidèle, quelles que soient les difficultés, vous serez fidèle à votre apiculteur chouchou et aux autres maraîchers. D'ailleurs, je vais passer un coup de fil immédiatement à un très grand pâtissier bellifontain. C'est Frédéric Cassel qui est le pâtissier référence de Fontainebleau, pour qu'il nous parle aussi un peu des fruits et du maraîchage autour. Bonne journée à vous, remettez-vous un petit peu, d'autant il fera un peu moins chaud cette semaine. Bonne journée à vous. Merci à vous. Merci, au revoir. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes amis, comme on est évidemment encore sous le choc de cet incendie de forêt dans le massif de Fontainebleau, eh bien, on continue à s'intéresser à l'avenir des métiers de bouche, des agriculteurs et de tout ce qui se mange et se boit dans le secteur et qui est forcément impacté par ce feu de forêt. J'ai passé un coup de fil à un grand pâtissier de Fontainebleau. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour Frédéric Cassel. Bonjour Vincent, ça va? Oui, non, ça va. Moi, j'ai envie de vous demander à vous si ça va mieux. Déjà, une semaine après, ça va de toute façon mieux, parce que le feu est contenu à ce qu'on dit. Voilà, ça va mieux, le feu est enfin contenu, mais c'est vrai qu'on a vraiment paniqué. On était aux portes de Fontainebleau, quand on voit que le golf est à 500 mètres du rond-point le plus important et que les flammes étaient vraiment en ville. Voilà, on pense au château, on pense aux habitants, on pense à tout le monde, on pense puis à la forêt, surtout, mais la forêt, 37 000 hectares de dévastés, c'est une catastrophe. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Frédéric Cassel, je vous ai appelé parce que vous êtes la référence. Je veux dire, quand on parle de vous, tout le monde vous connaît, parce que le pâtissier, c'est un peu le passage obligé. C'est un peu aussi, je dis, vous faites œuvre sociale autant que les cafés, l'alcool en moins. C'est-à-dire que c'est un lieu de rendez-vous, le pâtissier. C'est un lieu de rendez-vous le week-end, c'est un lieu de rendez-vous pour toutes les générations. C'est là où les gens se retrouvent. J'imagine que depuis, hier samedi, ça a dû être pareil. Les gens viennent chez vous et ils parlent, ils se libèrent. La parole se libère dans votre boutique. Oui, c'est vrai que la parole, on a eu un choc quand même émotionnel avec ce qui vient d'arriver. Et c'est vrai qu'au magasin, on n'entend parler que de ça. Alors c'est vrai que le week-end, depuis vendredi, il y a eu le marché, ce matin il y a le marché, les gens parlent. Et puis chez nous, le week-end, c'est quand même, les gens reçoivent. On est au bord de l'eau, on est au bord de la forêt, on va se promener, on va faire un tour en forêt. On va escalader. Donc en fait, c'est un endroit le plus visité presque de France, en superficie. Donc c'est énorme. Et c'est vrai que ce côté, alors c'est vrai que nous, ils viennent chercher des gâteaux, ils vont pique-niquer en forêt, ils emmènent des petites choses pour se retrouver. On est dans le côté plaisir sucré ou salé en fait dans notre boutique, et ça c'est hyper important. Ça fait partie aussi de la vie familiale des bellifontins et des gens qui habitent autour surtout. Oui, d'autant que en dehors du choc direct déjà lié à la canicule, parce que c'est pas facile en temps de canicule, les gens ont trop chaud, on souffre, et puis évidemment ce drame de l'incendie dont on sait maintenant qu'il est probablement, il faut toujours avoir cette présomption d'innocence, donc on sait qu'il est probablement causé par la malveillance de différents personnages. Toujours est-il que la ville de Fontainebleau, qui est une ville paisible habituellement, dans un massif forestier, donc il y a un côté très green, très nature, et là tout d'un coup tout le monde est dans la résilience, dans le deuil. Vous sentez cette souffrance, quoi? Ouais, je crois que le mot deuil, là c'est important ce mot deuil, parce qu'on sait pas quoi faire, on sait pas comment aider, on sait pas. Moi, je me suis retrouvé au rond-point mardi, et puis je regardais en fait tous ces tracteurs, tous ces cultivateurs qui étaient là, qui donnaient un coup de main. J'ai trouvé ça très beau. Pour moi, c'est l'image que j'avais gardée. Tous ces tentes, tous ces temps qui amenaient ça. Moi, j'habite vraiment pas loin, donc quand j'entendais les hélicoptères passer, les Canadair, et puis quand j'ai vu tous ces cultivateurs qui avaient lâché en fait leur ferme, tout ce qu'ils pouvaient produire.
reproduire. Tous ces chevaux qu'on a sauvés, quand même, 160 chevaux qui ont été sauvés en 1h30, c'est énorme. Et en fait, j'ai trouvé que cette résilience de tout le monde, elle était belle. En fait, c'était vraiment une chaîne humaine. Et on aurait voulu faire plus, mais on savait pas quoi faire. On pouvait parler d'air au feu parce qu'on sait pas faire. Mais c'était ça qui était beau. Et c'est ça qui est aussi la France. Et quand on voit ça, on se dit, la France, c'est quand même un très beau pays. Bien sûr. Malgré ce qui vient d'arriver, je suis désolé, la France, ça reste quand même un très beau pays. Et donc, merci à tous ces gens qui ont aidé, à ces cultivateurs qui étaient là pour ça. Parce qu'en fait, ils nous nourrissent. Et puis, là, en plus, ils nous aident à éteindre de ce qui pourrait empêcher de nous nourrir. Je veux pas que les auditeurs qui nous écoutent pensent que j'ai une quelconque indifférence pour les autres feux de forêt. On sait bien que malheureusement c'est beaucoup plus habituel. J'en ai beaucoup fait l'écho quand c'était dans les Corbières l'année passée. Là, il y a eu même jusqu'en Bretagne, le Cap Fréhel a été la proie des flammes. Évidemment, dans le sud, dans différentes régions, et c'est dramatique partout. Sauf que là, l'Île-de-France, c'est vrai qu'on se sentait un petit peu protégé par le climat et par la nature du terrain, parce qu'on se disait, c'est des forêts qui sont à l'abri, parce qu'il fait toujours un peu humide, parce qu'il n'y a jamais cette sécheresse. Et là, le choc, en fait, il vient de la surprise presque. Jamais on n'imaginait que à Fontainebleau, ville paisible dans la verdure, il pourrait y avoir un feu d'une telle ampleur, on est d'accord? Tout à fait. Et puis on dit toujours la forêt de Fontainebleau, c'est le poumon de la France, de Paris. Oui. Enfin, voilà, c'est ça. Donc c'est important. C'est quand même ça reste quand même un endroit très important. Là, c'est un poumon de fumeur. Là, c'est comme si on avait un gros poumon de fumeur. Mais en fait, mais je pense que les gens, il faut aussi se remettre un petit peu en question, parce que je veux dire, c'est toujours des accidents. Alors peut-être de la malveillance, beaucoup de choses comme ça, mais souvent les accidents. Des fois, je me promène avec mon chien en forêt. Je veux dire, mais il y a des gens, ils jettent un papier, ils jettent ci. Et quand on jette un papier, on jette un mégot. C'est pareil. Oui, c'est vrai. On se rend pas compte. Parce qu'en fait, on fait pas attention, on se rend pas compte. Je pense qu'on se rend compte. Nous, on se rend compte, mais tout le monde, voilà. mais tout le monde, non. Mais il faut faire attention, parce que quand t'as un truc comme ça, c'est catastrophique. Voilà. Alors, je sais que vous êtes un grand pâtissier, vous êtes vice-président des Relais Desserts International. D'ailleurs, on avait Vincent Guerlet il y a 2 semaines ici dans l'émission pour parler des glaces chez les pâtissiers. Alors, j'imagine que vous êtes aussi très attentif à vous servir, et notamment aux petits fruits, parce que dans cette ceinture verte qu'est la Seine-et-Marne, il y a beaucoup de maraîchage, et notamment pour les petits fruits rouges, beaucoup de fruits qui viennent sur vos préparations, j'imagine, autour du massif forestier. Nous, on travaille depuis plus de 25 ans avec un petit cultivateur qui s'appelle Damien Chardon, qui s'appelle les fruits rouges de mon jardin, qui est à Chevinvilliers, donc c'est à côté de Nemours. Donc là, on est en plein dedans. Donc c'est vrai que là, il m'a dit, cette semaine, tu n'auras pas de fraises parce que je fais autre chose. Mais c'est ça qu'il faut aussi faire comprendre aux clients. Je veux dire, oui, il n'y a pas de fraises cette semaine, c'est pas grave. Il y a plus grave que ça. Voilà. Et donc, se servir avec des gens qui travaillent autour de nous, c'est quand même c'est aussi ce qui nous fait vibrer aussi dans notre métier, c'est d'avoir des fruits qui sont cueillis le matin, qu'on reçoit chez nous. Et puis c'est quand même, on dit Fontainebleau, c'est quand même la terre qui amène tout à Rungis, c'est le plus près. Les salades, tout ça vient autour. Ceinture verte, oui. Voilà, la ceinture verte où on produit vraiment un maximum. C'est pour ça qu'on a vraiment un très beau marché, nous, le dimanche, avec tous ces cultivateurs, tous ces producteurs qui viennent nous amener de la marchandise qui est hyper fraîche, qui est très bonne, Mais on est comme tu dis, on est dans le poumon des matières premières, en fait, d'Île-de-France, voilà. Et vous avez senti que ça va mettre du temps à se résorber. Je parle non pas de la nature, qui va évidemment prendre du temps à se renouveler, mais dans l'âme des Bellifontins et des communes environnantes, vous avez été durement impacté. Je pense que tout le monde est abasourdi, en fait, on ne sait pas quoi dire. On n'a pas de mots pour l'instant à mettre derrière ce qui s'est passé. C'est encore trop frais. Mais c'est comme un décès, c'est comme tout en fait. On est pris par la surprise, on est pris par la peur. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait arriver plus tard? Parce que c'est ça en fait. C'est demain, c'est quoi pour nos enfants ce qu'on va pouvoir leur donner? Parce que tout ce qu'on a mis en place depuis 30 ans, nous avec nos fraises, nos framboises, nos tout. Demain, ça fait quoi? On arrête? On fait quoi? Parce qu'en fait, on dit la chaleur, on dit ci, on dit ça. Mais c'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire chacun de notre côté pour continuer à faire ça? Parce que si on attend que tout le monde fasse quelque chose, mais il faut pousser les gens. Il faut, nous, je sais que, nous, ça râle parce qu'il n'y a pas de fraisier en ce moment. Elle me dit, il y en a sur le marché. C'est pas celle avec qui je travaille depuis des années parce que je soutiens un agriculteur à me produire des bons fruits. Mais c'est une démarche, qu'on a tous avec une grosse solidarité, une grosse solidarité dans les métiers de bouche. On avait tout à l'heure Cyril Jarty qui a ouvert son restaurant au Sauveteur, qui a distribué beaucoup de repas, etc. Au Sauveteur, je dis au Sauveteur des arbres, aux pompiers.
pour nourrir toute cette masse de la sécurité civile et puis des pompiers qui sont venus éteindre les incendies. 800 personnes, c'est énorme, c'est énorme. Voilà. Ça a été une chaîne humaine magnifique pour reprendre en fait possession de ce feu et essayer de sauver ce qu'on pouvait sauver. Et puis ça va repousser, ça va être long, mais c'est comme une plaie. Quand on a un décès, c'est long et puis on va s'en remettre. Maintenant, il ne faut pas que ça recommence et on va tout faire pour ça. Et puis n'oubliez pas, Frédéric Cassel, que vous et vos gâteaux, vos desserts, vos douceurs, ce sont des petits pansements sur des gros bobos qui font du bien au moral. Donc vous participez à la cicatrisation de la population Bellefontaine. Bon, tant mieux. Merci beaucoup de nous avoir répondu au téléphone. Je vous souhaite une belle journée. Allez, continuez. Allez vous occuper de vos gâteaux. Là, c'est dimanche, c'est jour de gâteaux et il faut s'en occuper. Merci beaucoup et bon week-end à tous. Oui, merci à vous. Allez mes amis, on va changer de région, on va descendre plus au sud et parler d'un incident qui s'est bien terminé. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Nous venons de passer 3/4 d'heure d'émission à ressentir cette émotion des riverains du massif forestier de Fontainebleau à la suite de l'incendie maîtrisé, heureusement. Mais vous savez quoi ? Les pires incendies, et quelle que soit leur taille, ça peut bien se terminer quand c'est terminé et que le phénix renaît de ses cendres. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai passé un coup de fil à un grand chef marseillais, c'est Alexandre Mazia. Bonjour Alexandre. Bonjour. Par la taille, Vincent, par la taille. Oui, je sais que c'est votre modestie de dire ça, mais vous êtes grand de tous les côtés. Pourtant avec un petit food truck. Mais voilà, comme quoi la taille n'a rien à voir dans l'histoire. Alors Alexandre, je vous ai appelé parce que effectivement, concomitamment à cet incendie dramatique à Fontainebleau, dont on espère que ça s'améliorera parce que la nature reprendra ses droits, eh bien, il y a eu au mois d'avril dernier un autre incendie, alors certes beaucoup plus modeste en taille, mais qui vous impactait énormément, qui était l'incendie de votre food truck. Vous pouvez nous raconter à l'époque ce qui s'est passé ? Oui, en fait, je dirais malheureusement, celui-ci a été incendié dans la nuit à 3h du matin. Ouais. Donc il a été dévasté. Par malveillance. Pardon, excusez-moi. Par malveillance. Oui, par malveillance. Après, la même personne a brûlé dans la même rue 4 autres véhicules dans la même semaine. Donc, il était vraiment, Vous étiez au mauvais moment, au mauvais endroit, quoi. C'était pas contre vous, c'était contre les véhicules en général. C'est contre les véhicules en général. Et puis, malheureusement, il y a d'autres personnes qui avaient, par exemple, un véhicule handicapé, peu cher. Donc, il y a toujours des gens qui ont plus de je pense qu'il faut savoir à un moment donné c'était nous on avait notre food truck qui a brûlé, mais j'allais vous dire les souvenirs sont restés. On avait ouvert ça avec Marco, alors évidemment ça a mis un petit coup au moral aux équipes parce qu'on avait l'habitude de vrai du mercredi au samedi, et puis ça s'arrêtait subitement, donc un sentiment au départ un peu de frustration, je dois l'avouer. Oui, et puis après, à peine en 24 heures, on a cherché des solutions pour pouvoir rebondir. Ça, c'était important pour nous. Alexandre, il faut dire quand même quelque chose, c'est que ce n'est pas commun, un food truck pour un chef qui a 3 étoiles au guide rouge, ce qui est votre cas. Non mais, je veux dire, on sait que beaucoup de ces restaurants gastronomiques triplement étoilés ou même doublement ont des annexes, ont éventuellement des bistrots, parce que c'est très difficile de gagner sa vie avec un restaurant de très haute qualité gastronomique, donc il faut trouver comment faire vivre l'entreprise, je dirais par différents moyens. C'est rarement des food trucks. Le food truck, c'est quand même là-bas, c'est le camion pizza du sud, quoi. Oui, puis je pense que le food truck, nous, au fait, aussi, c'est aussi mon appétence pour la street food. C'est aussi culture. La street food scène. C'est ma culture. Moi, je suis issu du basket, du streetball, donc c'est vrai que pour moi, ça a été une évidence. Et puis, c'est aussi un point d'ancrage pour le quartier, pour la ville, et d'être un endroit où on n'y est pas. Et puis, ça plaisait aussi à mes enfants, donc c'est vrai que... alors ça, c'est sacré. Et puis... c'est sacré, et puis surtout d'avoir fait tous les travaux que j'ai eu la chance de pouvoir faire, par exemple pour les Jeux Olympiques pour Paris 2024, en travaillant avec une traçabilité, j'allais dire sans faille. C'était comment on pouvait remettre de la street food saine
avec un tarif abordable, mais surtout avec des produits de qualité et une signature culinaire qui est vraiment la continuité du restaurant. Voilà, c'est important, c'est pas de retrouver un hamburger ou c'est pas de retrouver des choses comme ça. Bien sûr. Je voulais pas faire ça parce qu'il y en a plein partout et ils sont très très bons. Ils n'ont pas besoin de moi pour le faire. Et moi, c'était justement d'avoir des créations un peu différentes pour pouvoir sublimer un peu notre région et notre terroir. Excusez-moi, vous dites il y a d'autres qui sont très très bons ou pas. Je veux dire, il y a toutes les catégories. Il n'y a aucune médisance, c'est juste un constat, mais il y a beaucoup de gens qui font quand même des choses très bien. Bien faites. Donc moi, je m'intéresse plus à ça qu'aux autres, on va dire. Ça m'intéresse pas. Où est-ce qu'il est garé, votre food truck? Il s'appelle Michel, c'est son prénom. Il s'appelle Michel, tout à fait. Tout à fait, il s'appelle Michel en hommage à mon grand-père. Mon grand-père Michel qui était pêcheur sur l'île de Ré. Donc c'était un peu qui était un joyeux luron qui était très connu de Rivedoux, qui permettait à certains restaurateurs d'avoir des beaux bars, des belles anguilles. Et donc j'ai eu la chance d'être avec lui pendant de nombreuses années. Donc c'était pour moi aussi une évidence de pouvoir lui donner son nom. Et puis rue Roquin, on est à 50 mètres du restaurant. Donc c'est vrai que c'est assez facile aussi pour les équipes. C'est dans quel quartier de Marseille, pour ceux qui ne sont pas... Dans le 8e. Dans le 8e arrondissement, nous sommes pas loin de la rue Roca. On est une traverse de la rue Paradis. D'accord, très bien. Côté Prado-Plage. Côté Prado-Plage, donc assez facile d'accès. Et dans une petite rue qui est assez extraordinaire parce qu'on lui propose des belles choses. Et puis c'est le Marseille vivant comme on l'aime, et multiculturel. Parce que vous êtes déjà un produit multiculturel, avec ces ascendances rétaises, comme vous disiez, votre naissance à Pointe-Noire et votre adoption par Marseille. Vous êtes l'exemple type du multiculturalisme. Bien sûr. Moi, à fond, un grand-père italien du Nord, un autre grand-père qui était de Corse. Donc du coup, j'ai eu la chance de pas mal voyager. Effectivement, comme vous venez de dire, avec cette naissance à Pointe-Noire au Congo. Donc c'est vrai que la pluralité fait partie de mes attributs. Évidemment. C'est sûr. Et alors, elle se retrouve dans le food truck, dans ce que vous proposez. Qu'est-ce qu'on mange dans votre food truck, Michel? Alors en fait, on a Alexandre. Bien sûr, Michel, bien sûr, sans problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a la continuité de notre établissement. Donc, on a la torréfaction, les épices et le piment qui sont les principaux traceurs qu'on retrouve aussi au food truck. Important. Là, par exemple, on a monté ce qu'on appelle un shuriken. C'était un hommage aussi au chanteur de Hayam. Donc, c'est un pain levé, piment d'Espelette à la réglisse. À l'intérieur, on a une tombée excusez-moi, je veux quand même expliquer pour ceux qui ne connaissent pas que le shuriken est une arme de jet japonaise. C'est une étoile de jet, en quelque sorte. Ouais, peut-être. Mais moi, je faisais allusion au chanteur de Hayam. De Hayam avec sa voix un peu rock qui était sympa. Bien sûr. Et donc du coup, il est cylindrique. C'est un pain levé, donc je disais piment d'Espelette et réglisse. À l'intérieur, on va y retrouver une scamorza fumée, une patate douce fumée au saté, avec une tombée de courgettes, donc des tombées de courgettes qui sont relevées d'une eau de piment au gingembre. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez juteux. On a un gel de piment par-dessus avec une ciboulette, évidemment, et tout ça passé au toaster. Donc on a quelque chose d'assez croustillant, d'assez gourmand. Donc ça c'est pour le shuriken. Et puis on a par exemple, là aujourd'hui on a mis en place le Big Brother. Donc c'est un pain à la tomate avec une farine de noix de coco. Où à l'intérieur on retrouve une volaille fermière, sans gluten évidemment, une volaille fermière maturée. Avec celle-ci on y retrouve tout simplement une scarole légèrement vinaigrée, fumée. On a quelques tomates snackées, au cumin et au gingembre avec un peu de galanga, et on a une tombée de choux au saté mélangée, donc on a ça avec une crème légère. Écoutez, c'est dingue parce que on a l'impression de faire un tour du monde là, entre l'Asie, l'Afrique, le tour de la Méditerranée. C'est vraiment un melting pot vos sandwichs, quoi. Ouais, mais je pense que surtout ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de la gourmandise, que ça soit lisible, ça mette évidemment en relief la saisonnalité, et surtout que ça parle à tout le monde. Et justement, quand vous dites tout le monde, est-ce que c'est multigénérationnel ou est-ce qu'il y a que des jeunes qui viennent chercher on a tout.
des collégiens, des lycéens, on a des familles, on a des gens qui viennent de Lyon, de Lille, de Paris pour venir et puis qui l'emmènent sur la plage ou même des fois pour faire des repas le soir, qu'ils le réchauffent. Bien sûr. C'est assez marrant. Bien sûr. Même pour les bureaux, par exemple. Donc c'est vrai que. Et ça a redémarré début juillet, là, c'est ça? Vous l'avez ouvert. On a démarré la semaine dernière. Ah, d'accord. Et ça a démarré du feu de Dieu, j'imagine, parce que tout le monde l'attendait. Parce qu'évidemment, quand on a un tel traumatisme, je dirais, un food truck dans son quartier, je vous dis, c'est comme le camion pizza. Pour ceux qui le côtoient quotidiennement, c'est la façon de. C'est comme un bouclard, quoi. C'est comme un établissement dans la rue. Et tout d'un coup, c'est un traumatisme dans un quartier quand on est content d'aller chercher son. On est content d'aller chercher, oui, c'est son petit moment de plaisir. Donc c'est vrai, quand on l'a plus, c'est un peu frustrant. Donc du coup, on a eu vraiment beaucoup d'habitués là, ces derniers jours qui sont venus nous rendre visite, nous apporter évidemment de la bienveillance et du courage dans tout ça. Mais voilà, je pense que ça faisait plaisir de voir aussi toutes ces bouilles autour du camion et de pouvoir réutiliser aussi celui-ci d'une autre manière. Donc c'est super. Alexandre Mazia, une dernière question, parce que moi ça me brûle les lèvres, mais je vous dis, ça peut faire peur parfois d'aller goûter les spécialités d'un chef qui a 3 étoiles au Guide Rouge. Le ticket moyen pour ces sandwichs, c'est quoi si on vient acheter on est entre 9 et 14 euros. Ah oui, d'accord. Donc tout à fait normal, comme ça on n'a pas peur. Hein, on n'a pas peur. Vous ne pouvez pas avoir peur. Non, n'ayez pas peur, surtout pas. Et puis on a quelques gourmandises et quelques douceurs en plus qu'on réalise aussi évidemment sur place. Et effectivement, aussi, qui sont entre 6 et 8 euros. Donc on est dans un tarif quand même relativement accessible. Oui. Bon, merci beaucoup, chef Mazia. C'est moi qui vous remercie, Vincent. Merci de votre bienveillance toujours. Vous nous donnez l'exemple qu'un incendie peut bien se terminer une fois que la nature a repris ses droits pour les forêts qui vous entourent. Et Dieu sait que vous êtes pas gâtés non plus en matière d'incendie et de feux de forêt, évidemment en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je pense toujours aux pompiers qui font un travail incroyable. Il y en a partout, évidemment, mais voilà, quand c'est un food truck, ce petit phénix qui renaît de ses cendres, ça nous fait plaisir. Je vous souhaite un beau dimanche à servir de vos sandwichs gastronomiques, parce que moi je dis c'est gastronomique quand même. À la description, ça donne envie de... Mérite le voyage. Voilà, le food truck de Michel. Bonne journée à Marseille. Merci Vincent, merci beaucoup. C'est gentil Vincent, je vous embrasse. Merci beaucoup. Et à vous qui nous écoutez, j'espère que vous allez surmonter ce traumatisme des feux de forêt. La canicule a l'air de se calmer pour la semaine qui vient un peu partout. Plus d'alerte canicule, plus de zones en rouge, peut-être du orange, du jaune même avec un peu de chance. D'ici là, on surveille quand même les abords, surtout si on habite pas loin des forêts ou de landes qui sont sèches comme en Bretagne. Voilà. Mes amis, dans un instant, nous allons écouter les infos de 11h en espérant qu'il n'y ait pas de nouvelles catastrophes. Juste après, vous retrouvez Jean-Marie Bordry et son choc des idées. Et moi, je vais aller me mettre à l'ombre, au frais, enfin, un dimanche au frais. On l'attendait depuis longtemps. Bonne journée avec Sud Radio dans les oreilles. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.